Santé Beaujolais-Dombes. L'émission de santé du territoire. 100.9 Calade. Bonjour, 1 heure d'émission pour échanger sur l'actualité de la santé du territoire Beaujolais-Dombes. L'émission Santé Beaujolais-Dombes est disponible en ligne sur le site de la radio Calade, bien sûr, ainsi que sur la page Facebook de la radio. Et vous pouvez également retrouver cette émission sur le site internet de la CPTS Beaujolais-Dombes. À noter, vous le savez par cœur, mais je le redis, que les podcasts sont également disponibles maintenant sur notre chaîne YouTube, donc au niveau de la CPTS Beaujolais-Dombes. Cette émission est produite par l'équipe de radio de la communauté professionnelle territoriale de santé, bien sûr Beaujolais-Dombes, et animée par... Par qui ? Je sais pas, moi, je dis quelque Par chose. Ludovic. Merci. Allez, Alexandra, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, oui. Marie ? Bonjour. Amaury ? Bonjour. Bon, on est toujours tous les trois et on est toujours tous 4. présents. Alors on est 4. Hein. Oui, on est 4 avec notre invité. La balle perdue pour Amaury. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé, la journée a été un peu difficile. Donc, du coup, aujourd'hui, on va découvrir pour cette nouvelle émission qui part très fort, l'épilepsie. Alors non, j'ai pas fait d'épilepsie du tout. C'est simplement un bug quotidien que vous avez l'habitude d'entendre de ma part. Alors, l'épilepsie, maladie ou syndrome ? Eh bien, maladie, car elle se définit par une répétition de crise paroxystique, donc on entend par un début brutal, transitoire, avec un retour normal, lié à une activité électrique. Mais aussi, c'est un syndrome, car il n'y a pas qu'un type de crise, mais plusieurs. On peut dire aussi que c'est une maladie transfrontalière, si on veut les chercher, certes un peu loin. En fait, dans l'Antiquité, en Grèce, l'épilepsie était considérée comme une maladie sacrée, jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme une maladie plutôt d'origine cérébrale. Puis au 19e siècle, un Anglais, n'allez pas me demander le nom parce qu'autrement je l'aurais évidemment demandé à Alexandra de le dire à ma place. Bref, un Anglais a décrit la maladie pour la première fois et il a fallu attendre le 20e siècle pour en fait pouvoir enregistrer l'activité électrique du cerveau et affiner le diagnostic. Pour en parler, nous accueillons ce soir Anne Neveu-Josserand. Bonsoir. Bonsoir. Neurologue toujours sur l'hôpital Nord-Ouest. Fidèle au poste. Voilà, donc je dis toujours bien sûr parce qu'elle était déjà venue nous rencontrer dans une émission il y a quelques temps en arrière. J'avoue que je ne sais C'était plus. sur l'AVC, je crois, non ? Sur la maladie d'Alzheimer. Ah, maladie d'Alzheimer. Ah Pardon. ouais, voilà, c'est pour ça que j'avais oublié. L'AVC, c'est vrai pour Bien, la transition est toute trouvée. Donc on va passer au dur. Cette épilepsie, finalement, de quoi on parle ? On parle d'une maladie qui vient perturber le quotidien de façon impromptue des patients par des crises qui leur sont propres, qui sont stéréotypées pour un patient, mais pas les mêmes d'un patient à l'autre. Une maladie qui peut venir en fonction chez les jeunes ou chez les très âgés, donc il y a deux pics de fréquence, qui peut guérir ou qui peut plutôt devenir pérenne en fonction du type de maladie. Et c'est pour ça que vous avez parlé de syndrome, et en effet, chacun a son syndrome épileptique qui comprend l'âge de survenue, le type de crise, la sensibilité au traitement, etc. Est-ce que la population est la même sur les populations jeunes et vieux ? Est-ce que des gens Alors, les syndromes sont très différents. C'est pas du tout le même genre de crise, c'est pas du tout la même sensibilité, et l'évolution est très différente. Mais une personne qui a eu des crises jeunes, est-ce que ça va être la même personne qui va faire des crises âgées ? Non. D'accord, ok. Non, ça préconise pas de la survenue d'épilepsie chez le sujet âgé. Vous parliez de maladie. Pourquoi est-ce qu'on parle de maladie précisément ? Pourquoi on parle de maladie ? Parce qu'il y a la récurrence, il y a les crises uniques. Je fais une crise parce que j'ai oublié de dormir, j'ai pris de l'alcool, j'ai pris des substances toxiques. Je fais une crise dite accidentelle où j'ai une glycémie à 4-5 grammes. Donc le cerveau, il n'aime pas tout ça, il souffre et il se manifeste sous forme d'une crise unique. On enlève les causes extérieures à cette souffrance cérébrale et normalement, le cerveau étant sain, il ne va pas refaire de crise. Par contre, quand on a une maladie épileptique, certes, ça peut être favorisé, mais le cerveau, même en dehors de ces facteurs favorisants, va pouvoir faire des crises d'épilepsie. Et donc là, c'est une maladie à part entière, toute seule, du cerveau. Vous avez parlé de type de crise.
Il existe quel type de crise différente finalement? Alors, on les classe dans 2 grands types. Les crises qu'on dit généralisées parce qu'elles touchent l'ensemble des neurones, l'ensemble du cerveau, qui se manifestent soit par des grosses crises, celles qu'on a l'habitude d'envisager, où les patients bougent beaucoup, se mordent la langue, perdent leurs urines et sont par terre. C'est ce qu'on appelle les crises de grand mal, c'est ça? C'est l'épilepsie grand mal, oui. Okay. Et puis, dans ces grandes crises généralisées, on a aussi l'épilepsie absence. C'est la rupture de contact chez les enfants avec des petites myoclonies, ils ne sont pas là. On fait un petit bruit, ils ne l'ont pas entendu. Ça dure quelques secondes, ils reviennent à eux. Myoclonie? Épilepsie myoclonie. Les myoclonies, peut se voir au cours de l'épilepsie absence. Qu'est-ce que c'est pour les auditeurs? Les myoclonies, c'est des petits mouvements, muscles, myo, ça veut dire muscle, clonie, petits mouvements des muscles. Brusques. Brutaux et très brefs. Si on tient la main qui bouge, par exemple, elle va continuer de bouger dans la main du parent, par exemple. C'est pas tremblement ou... C'est pas le tremblement essentiel, c'est-à-dire que c'est pas répétitif, c'est ce que tu voulais peut-être dire? Oui, enfin, c'est vrai qu'il me semble que les myoclonies, quand on maintient la main, on sent qu'à l'intérieur de notre main, elle bouge, quoi, par exemple. C'est pas un tremblement ou un sursaut, ou voilà. On peut pas l'arrêter. Par contre, ça peut être très bref. Il peut y avoir 2-3 mouvements. C'est pas forcément très long. Et donc, pour finir avec les types d'épilepsie, là, on a parlé des épilepsies généralisées, diffuses du cerveau. Puis après, il y a les épilepsies qui sont dites focales, c'est-à-dire qui ont un foyer, une zone du cerveau qui est malade, une petite zone. Et là, en fonction de la zone impliquée, on va avoir des symptômes très différents. Si c'est la zone de la motricité, on va avoir des mouvements. Si c'est la zone de la vision, on peut avoir des hallucinations. Si c'est la zone de l'émotion, on peut avoir des angoisses. Enfin, voilà. Et dans ces épilepsies-là, très localisées, en fonction de la zone impliquée, on a ou pas une perte de connaissance, mais pas forcément. Au niveau des symptômes, donc vraiment de la vision qu'on peut avoir de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, à quel moment on va parler de crise d'épilepsie? Parce que vous venez de parler d'absence, moi des absences, je peux en faire sans arrêt. Oui, alors ça se manifeste sur le plan clinique par cette sorte de rupture de contact. On sent que le patient il est un peu rêveur, il a souvent des mouvements automatiques qui sont les mêmes, mais alors... Pour en être certain, à ce moment-là, si on met une électrode au niveau de son crâne, on va avoir des anomalies sur le fonctionnement cérébral. C'est pas simplement un rêveur, c'est quand même une synchronie des neurones qui font des décharges épileptiques à ce moment-là. Et donc, si on n'a pas d'examen possible électrique, visuellement, est-ce qu'on arrive à distinguer quelqu'un qui va faire une crise de ce type d'un autre qui va être rêveur? Est-ce qu'il n'y a que le phénomène d'absence pour parler de ces absences? Parce que généralement, une personne qui est absente, qui est un peu dans la lune, rêveur, etc., il va avoir un battement des yeux qui peut être normal, un faciès qui est complètement normal. Dans le cas d'une épilepsie, est-ce que, mis à part ces absences, généralement, on a un regard très fixe? Fixité du regard, peut-être? Voilà, c'est ça, ouais. Il y a une fixité du regard, on a un regard qui n'est pas habituel. Ça, ceux qui connaissent, les parents qui le voient chez les enfants, ils reconnaissent tout de suite. Un regard vide ou un regard fixe. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'au stimuli, si par exemple je fais un stimuli à cette personne, le fait de faire ce stimuli qui ne réagisse pas peut conforter dans l'idée que... Alors nous on dit qu'on teste la rupture de conscience, c'est-à-dire qu'on va faire un bruit, une claque dans les mains, et au moment, si on le fait bien au milieu de l'absence, on lui dit qu'est-ce qui s'est passé, la personne va nous dire rien, parce qu'il ne l'a pas perçu. Et il n'aura pas réagi. Il n'aura pas réagi, puis il ne l'aura même pas perçu. Tandis qu'un rêveur, il va pouvoir... Oui. Voilà. Si on l'interpelle, il revient à nous. Ouais. Vous parliez de facteurs favorisants tout à l'heure. Pour les enfants, il y a parfois la fièvre qui peut provoquer une crise. Oui. Alors, chez les enfants, il y a les 2 types. Il y a les convulsions fébriles du nourrisson. Donc, c'est des enfants qui font des crises au moment où ils ont 39-40 de fièvre. Ils peuvent en faire 2-3. C'est jusqu'à quel âge à peu près? 2-3 ans. Et généralement, quand ils ne font pas de fièvre, ils ne font pas d'épilepsie. Donc, on revient au fait que ce n'est pas vraiment une maladie épileptique. D'ailleurs, on ne les traite pas d'épilepsie. On fait de la prévention. On fait prévenir la fièvre pour éviter ces crises, ces convulsions. Et puis sinon, en dehors de ça, ceux qui ont une vraie maladie épileptique, qui avec des crises en dehors de ces phénomènes-là, ils sont quand même favorisés par la fièvre. La fièvre est un facteur favorisant. Donc il y a la fièvre, l'alcool, vous disiez tout à l'heure? L'alcool, oui, le sevrage en alcool surtout. Oui. Le manque de sommeil. Oui.
beaucoup de toxiques. Et puis après, le diabète, des ions qui nous manquent. La génétique peut jouer quelque chose là-dedans? Oui, il y a des formes familiales, soit généralisées, soit focales, des familles d'épileptiques, bien sûr. Est-ce qu'on retrouve aussi ça chez certaines personnes qui ont une maladie neurologique bien particulière? Est-ce que ça peut être accompagné d'une maladie épileptique, ou ça peut être deux maladies différentes, ou est-ce que c'est favorisé par une autre maladie neurologique, quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle des encéphalopathies épileptiques, c'est-à-dire encéphalopathie, c'est une maladie du cerveau qui font des crises. Mais là, je dirais que l'épilepsie, elle est là, mais il y a tout le développement cérébral, la marche, la cognition, etc., qui envahit tout l'espace de la maladie. Et l'épilepsie, souvent, est un épiphénomène de cette encéphalopathie. Donc finalement, dans les crises isolées ou liées à d'autres maladies, quand on traite les facteurs de risque, ça éteint l'épilepsie. Alors, oui, ces crises un peu dites accidentelles, en effet, si en fonction du nombre de facteurs, on les traite pas. On ne va pas mettre de traitement antiépileptique. On essaye de voir avec le patient de ne pas accumuler les facteurs de risque pour éviter de recommencer. Après, s'il en a fait déjà 2 ou 3, même avec des facteurs favorisants, on va quand même peut-être le prévenir d'une crise pour pas que ça vienne gêner sa vie au quotidien. Dans les facteurs, est-ce qu'il y a les lumières, vous savez, les stromboscopes, qui peuvent être favorisants aussi? On en parle des fois, ou les lumières de passage à niveau, on n'entend pas des fois, on ne sait pas si c'est... Si, surtout les platanes, mais il y en a de moins en moins. Le long de la route, avec l'ombre, la lumière, qui étaient des facteurs favorisants, c'est-à-dire des stimulations lumineuses intermittentes, ça stimule. D'ailleurs, on fait des stimulations lumineuses intermittentes pour enregistrer les enfants, les adultes aussi, pour voir si c'est des facteurs favorisants. Après, généralement, on met des caches de lumière bleue et ça permet de diminuer ce facteur de risque. Il y en a quelques-uns. C'est très connu, c'est pas aussi fréquent que c'est connu. Voilà. Mais on le recherche systématiquement, mais c'est pas très fréquent. Quand on a préparé cette émission, vous nous avez parlé aussi d'un comment dire, quand on tapait un peu sur le sternum. Des épilepsies réflexes. Alors ça, c'est ça, un petit stimuli. Donc il peut y avoir des petits stimuli qui peuvent être en effet de tapoter au niveau du cerveau ou une musique. Du sternum, pardon. Ou au niveau du sternum, ou simplement une musique qui va déclencher des crises. Ça, c'est des épilepsies réflexes. C'est rare. Mais c'est important de les reconnaître parce que des fois, il suffit de diminuer ces stimulations pour... Quand vous parlez de musique, ça va être une musique en particulier? Ouais, une musique en particulier. Ouais, un air en particulier. Ouais. Je peux être épileptique en entendant Maître Gims, quoi. Voilà. C'est pas très fréquent quand même. Dommage. Il y a 4 saisons pendant le hormis la crise du grand mal, où on va peut-être en reparler, finalement, ces crises n'ont pas un enjeu vital. Alors, oui, il y a quand même la crise grand mal, il faudra qu'on en reparle, parce que là, il y a un justement, enjeu vital. Voilà, mais en dehors de la crise... Alors, et hormis la chute qui peut se passer, ou évidemment la perte de contrôle d'une voiture ou autre, voilà, est-ce qu'il y a un risque vital de faire une crise d'épilepsie? Alors, dans 99% des cas, non. Enfin, surtout l'épilepsie focale, ça n'engage pas du tout le pronostic vital, ça c'est sûr. L'épilepsie grand mal, quand même, c'est autre chose, parce qu'il y a les morts subites nocturnes. Il peut y avoir il peut y avoir bien sûr des accidents. Donc, les deux grandes causes de mort chez les épileptiques, c'est la noyade et l'accident de voiture. Donc on déconseille le bain, plutôt la douche. Et puis la voiture, c'est très réglementé, ils n'ont pas le droit de conduire, sauf s'ils n'ont pas fait de crise depuis tant de temps, sous traitement, etc. Donc ça, c'est les deux grandes crises. Et la troisième, qu'on essaye quand même bien de prévenir, c'est dans l'épilepsie grand mal, c'est la mort subite qui peut survenir au décours, on ne sait pas trop en fait pourquoi, mais au décours d'une crise. Alors, par rapport à cette crise grand mal, classiquement, nous on a appris dans les livres que quand on en faisait une, il y avait une chute déjà, il y avait ce qu'on appelle une clonicité, c'est-à-dire un réflexe où le patient se met à bouger dans tous les sens, etc. Il y a la perte d'urine, il y a la langue qui peut effectivement aussi... Être mordu. Pas avalé. Oui, être mordu. On n'essaie pas de l'attraper. Mais on n'essaye pas de l'attraper. Voilà. Mais
c'est pas ça qui peut engendrer un pronostic vital. Non. Alors, non, ça non. Ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est de se mordre la langue et de faire une fausse route avec le sang, la salive, et donc faire un spasme bronchique. Ça peut arriver. D'accord. Mais la mort subite, on pense plutôt que c'est une réaction cardiaque en lien avec la crise d'épilepsie ou respiratoire, on ne sait pas trop, et qui fait l'arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'on est assez exigeant sur pas de grande crise quand même, pour faire de la prévention de ça. C'est sûr. On se sépare quelques instants. À tout de suite. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Toujours en notre compagnie, Santé Beaujolais-Dombes, et vous venez d'écouter... Shake It Off de Taylor Swift. Alors, comme d'habitude, nous vous le rappelons, si vous manquez le début de l'émission, pensez podcast sur le site internet de la radio, de la CPTS et sur la chaîne YouTube. La deuxième chronique, concrètement... Comment fait-on pour diagnostiquer l'épilepsie? Quels sont les examens que l'on peut faire? Alors, l'examen phare pour l'épilepsie, c'est l'électroencéphalogramme, qu'on entend souvent résumé par EEG, électroencéphalogramme. C'est un examen qui est simple, il faut mettre, quand même simple, mais qui demande 1h30, qu'il faut mettre une vingtaine d'électrodes collées avec de la pâte à sel sur le crâne, avec des positions bien spécifiques. Et puis, on va enregistrer 20 minutes ou 1h30 chez les nourrissons, voire 4 heures sur des épilepsies un peu graves. Le patient, et après, ça c'est une infirmière ou un infirmier qui enregistre, et après le médecin relit cet électroencéphalogramme. Alors, l'électroencéphalogramme, il est particulièrement pertinent si évidemment on enregistre des crises, notamment des absences, alors ça c'est top. Si on voit sur une épilepsie focale un petit foyer qui a envie de faire des petites crises avec des petites anomalies bien spécifiques, donc là aussi c'est pertinent. Par contre, il faut savoir que dans 50% des épilepsies, l'électroencéphalogramme est normal. Donc il va falloir apprendre à faire le diagnostic rien qu'avec la clinique, c'est-à-dire en interrogeant le patient et surtout les témoins. Donc nous, on est toujours friands d'avoir un témoin à côté du patient, parce que le patient, il ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe. Par contre, ceux qui l'entourent, ils savent bien raconter. Ce qui veut dire en fait qu'un EEG, un EEG, je vais y arriver, oui, qui est normal ou considéré comme normal, c'est parce qu'il n'y a pas de crise. C'est parce qu'il n'y a pas de crise ou pas d'anomalie dite intercritique, parce qu'il peut y avoir des anomalies intercritiques. Donc, en fonction des épilepsies, par exemple, dans l'épilepsie absence, on est sûr d'avoir des anomalies, parce que c'est des tracés qui sont très riches en anomalies. Mais dans l'épilepsie focale, parfois, on n'a rien, mais ça n'empêche pas le diagnostic. Donc, soyons aussi clairs pour nos auditeurs, ça fait pas mal? Ah, c'est pas mal du tout. On est assis dans un fauteuil, on a les yeux fermés, on se repose. Il y a un moment où on va souffler, ce qu'on appelle faire une hyperpnée. Donc, on respire à fond, on expire à fond alors qu'on ne fait pas d'effort. Donc, en fait, on hyperoxygène son cerveau. Et comme on a trop d'oxygène, ça favorise les anomalies, puisqu'on respire plus fort que ce qu'on consomme. Et puis, il va y avoir un deuxième moment où on met la lumière, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour la stimulation lumineuse intermittente, pour voir si on est sensible à la lumière. Et puis, il y a un moment où on est tranquille et on essaye de se détendre le plus possible pour ne pas contracter les muscles et gêner l'enregistrement. Il n'y a pas besoin de se raser les cheveux, il n'y a pas... Non. Un bon shampoing après. Un bon shampoing après, c'est sûr. Parce que ça colle. avec mes cheveux. Toi, il n'y a pas de souci. Je ne voudrais pas les abîmer. Aucun problème. Non, ça n'abîmera rien. D'accord. Je suis rassuré. Donc, du coup, ok, très bien. Donc, la clinique. La clinique de l'épilepsie ? Oui. En dehors de... En dehors de la crise, c'est-à-dire vous nous avez dit que vous êtes friand d'avoir des personnes qui puissent raconter, etc. Mais s'il n'y a pas ça... Alors, s'il n'y a pas ça, on ne va pas pouvoir... on sollicite de faire des vidéos pour, si jamais il y a quelqu'un qui peut enregistrer la crise, on regarde les vidéos. Ça, c'est toujours intéressant. Il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'on puisse ait une chance, mais voilà. Après, on va chercher des facteurs favorisants. Par exemple, on fera pas systématiquement. Dans certains cas, on fera des IRM cérébrales. Par exemple, on va rechercher une anomalie qui, on sait, est très souvent responsable d'épilepsie. Une anomalie corticale, une anomalie du cerveau qui fait faire des crises souvent.
Mais on peut avoir dans l'épilepsie absence, par exemple, un cerveau strictement normal qui va faire des crises. Donc c'est un panel d'éléments, la clinique, l'électro, l'IRM, les témoins qui vont nous conduire à faire un diagnostic. Il nous faut tous ces éléments-là. Qu'est-ce qui va faire que l'entourage doit s'inquiéter? Alors chez l'enfant, les parents sont souvent très présents, donc ils vont remarquer s'il y a des absences, des mouvements un peu inhabituels. Mais chez l'adulte ou chez la personne âgée, peut-être que c'est moins... Oui, mais par contre, ils sont plus capables de le verbaliser. Donc eux, ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Ils arrivent en consultation, ils me disent il se passe quelque chose, c'est anormal. Des fois, ils arrivent un peu tardivement parce qu'ils ont peur de passer pour des fous. Des sortes d'impressions, d'oppression thoracique, des impressions de rêve, comme s'ils étaient réveillés. Ils voient comme s'ils étaient dans un rêve, mais en fait, ils sont parfaitement réveillés. Ça peut être anxiogène ou au contraire plutôt agréable. Et j'en ai vu qui ont mis quand même 1 an parce que c'est des tout petits malaises qui durent 4-5 secondes et ça s'arrête là. Mais au bout de quelques temps, ils se disent quand même c'est pas normal. Je ressens quelque chose qui n'était pas habituel et qui est toujours la même chose. Oui, c'est quelque chose qui n'était pas présent avant. Oui. Ouais. Et ça, ils se rendent compte que c'est pas normal. Donc chez les adultes, c'est souvent eux qui sont demandeurs en fait, en disant il se passe quelque chose, je ressens quelque chose qui n'est pas normal. C'est étonnant, même sur des temps très courts, 3-4 secondes. Ouais, mais quand même, des gens qui disent j'ai l'impression de sortir de mon corps, enfin, c'est pour ça qu'ils osent pas trop venir, de voir de loin, le temps se déforme, l'espace se déforme, c'est quand même des impressions très bizarres, quoi. Ils se rendent bien compte que c'est leur cerveau qui leur fait ça. Ils se rendent bien compte que c'est différent d'une hallucination ou d'une psychose. D'abord, c'est très bref. Ils en ont complètement conscience. Et puis, c'est toujours exactement la même chose pour eux. D'où l'effet mystique de l'Antiquité, finalement. Oui, ça peut se comprendre. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, vous disiez, c'est toujours la même chose parce que les crises chez une personne vont toujours se manifester de la même façon. Voilà, elles partent de la même zone, c'est la même zone qui est incriminée. Alors après, ça peut être plus ou moins fort, ça peut diffuser plus ou moins loin, mais généralement, ça part d'une zone et c'est toujours la même qui est malade, quoi. Il n'y a pas de raison que ça parte d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui fait des absences va continuer de faire des absences et fera pas des clonies, c'est-à-dire des mouvements répétitifs? Alors non, dans l'épilepsie généralisée, il peut y avoir quelqu'un qui faisait des absences, qui va faire des grandes crises et qui va faire des myoclonies. Ça, c'est possible. C'est plutôt dans l'épilepsie focale, quand tu as une zone de cerveau qui est malade, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une autre. Sauf si, par exemple, la cause faisait ça avait atteint plusieurs zones de cerveau. Par exemple, en encéphalite post-virale, quelqu'un qui a fait une grosse complication d'un virus au niveau cérébral, il peut avoir des lésions plus multiples et faire des différents types de crises. Mais pareil, s'il aura par exemple 2-3 zones atteintes, il fera 2-3 types de crises, mais lui, il les reconnaîtra en fait. Les patients, ils reconnaissent bien, ils sont bien capables de nous dire, quoi. Est-ce que parfois les gens viennent consulter sur la demande de leur entourage parce que l'entourage a remarqué que ils étaient totalement absents ou forcément le patient s'en rend compte? Alors, non, pas forcément. Ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc, quand ils s'en rendent compte, ils viennent d'eux-mêmes. Et quand ils ne s'en rendent pas compte, oui, ça peut être l'entourage, mais du coup, c'est un peu plus tardif parce que il n'y a pas de signes caractéristiques qui sont angoissants, à part la grande crise qui, évidemment, va alerter tout le monde. Mais le reste, ça alerte pas grand monde, donc il peut se passer quand même plusieurs années si le patient s'en rend pas compte. Après, une fois que le diagnostic est posé, l'entourage va les repérer très vite et là, on saura exactement ce qui se passe. Mais non, l'entourage, il peut ne pas diagnostiquer et ne pas s'alerter sur le truc. Ils disent que non, il n'est pas là. En plus, ils ont un phénomène où ils se mettent en retrait parce que certains arrivent à les arrêter. Ils se concentrent, ils se mettent en coin, ils arrêtent toutes les stimulations extérieures, ils se concentrent sur eux et ils ont l'impression, et je pense qu'ils le font réellement, qu'ils arrêtent leur crise. Donc du coup, le fait qu'ils se mettent en retrait, les autres peuvent ne pas s'en apercevoir tout de suite, quoi. Donc non, ça peut être assez long. Après, chez les personnes âgées, il y a souvent une cause extérieure, que ce soit un accident vasculaire, une tumeur cérébrale, il y a d'autres choses, d'autres symptômes qui vont nous conduire à faire un bilan et au cours du contact médical, ça va sortir, quoi. Il y a toujours un déclencheur. C'est pas primitif, d'après ce que vous êtes en train de nous dire chez la personne les sujets âgés, c'est moins souvent primitif, mais ça peut être simplement une atrophie cérébrale liée à l'âge.
Il y a des diagnostics différentiels, parce que tout à l'heure, vous parliez de manifestations différentes. Est-ce qu'il peut y avoir des hallucinations auditives, par exemple, ou des choses comme ça? Pas du tout. Oui. Il y en a qui ont l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais c'est beaucoup moins construit. C'est plutôt des bruits, des tac, 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 tac. C'est pas les hallucinations auditives où il y a quelqu'un qui lui parle et qui lui dit de faire ça et qui le conduit dans sa vie, etc. Psychotique, quoi. Oui. C'est pas du tout ça. C'est des hallucinations. Plutôt, c'est la petite zone de C'était l'audition. pas ce bruit-là, par exemple. Non, désolée, j'avais mis en silencieux, mais bon. C'est la petite zone, par exemple, de l'air primaire de l'audition qui va se mettre en place. Donc, ça va être des petites zones, ça va être des petits bruits, ou alors c'est l'air visuel, donc il va y avoir des sortes de soleils, rouge, jaune, etc. Mais c'est pas un individu qui lui demande de le suivre, c'est pas aussi construit que ça. C'est vraiment les zones primaires qui s'activent. Et les gens, ils savent la différence. Ils se rendent compte que ils sont pas possédés, quoi. Ouais. Ils ont peur qu'on le prenne pour des fous, mais ils sentent bien que c'est pas ça. Et chez les enfants, finalement, ça se remarque comment? Alors, chez les enfants, le problème, c'est que il y a l'école qui est là, et s'ils ont des ruptures de contact, s'ils sont pas bien là, il y a des ruptures dans l'apprentissage, dans l'école, et c'est souvent les instituts qui disent il se passe quelque chose parce que je vois qu'il y a de la bonne volonté, mais depuis 6 mois, il est moins présent ou il n'arrive pas à apprendre ou voilà. Donc c'est souvent à ces moments-là qu'on est alerté par, que les médecins sont alertés par les enseignants, ouais. Donc, quand il y a une rupture dans les apprentissages, à un moment donné, il faut quand même s'inquiéter, avoir la puce à l'oreille, de se dire est-ce qu'il y a des petits moments où ils sont absents Ouais, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une cause? En tout cas, il faut chercher une cause. Ce n'est pas forcément de l'épilepsie, mais en tout cas, il faut chercher une cause. Et à l'autre extrémité, pour les personnes âgées, vous en avez parlé, mais une personne âgée, c'est quel âge? C'est à partir un peu grosse. 65 ans? Oui, ok. Tu as peur, là? Non. Donc ça peut évidemment aller à 80, 85. Bien sûr. Et en fait, on a malheureusement 80, 85, 90, les personnes vivent parfois seules, ce qui est un problème. Parce que encore chez les enfants, il y a l'école, il y a les parents, ça, il y a parfois, il y a pas une beaucoup personne d'entourage. âgée, elle va se retrouver parfois toute seule. Oui. Donc il peut y avoir des ruptures, j'imagine, de diagnostic. Oui, ça peut être long. Alors si c'est des grosses crises, ils vont se rendre compte. Alors chez les personnes très âgées, il y a une infirmière de temps en temps, ça nous aide, qui passe donner le traitement. Donc ils voient bien qu'il y a des jours où la personne n'est pas normale. Et D'accord. voilà. Si c'est quelqu'un qui est suffisamment autonome pour pouvoir être complètement tout seul, c'est lui qui va se rendre compte qu'il y a des jours où il n'est pas bien, il se réveille, il n'est pas bien. Après ou pendant ou juste avant la crise, on peut avoir mal à la tête. Donc il va avoir des symptômes qui vont le conduire à en parler à un médecin quand même, en se disant il se passe quelque chose d'anormal de temps en temps. Et puis des fois, c'est simplement il est perdu dans la rue, quoi. Donc, du coup, il ne savait pas, il errait sur la rue et en fait... Donc, une personne avec des troubles cognitifs, c'est-à-dire avec déjà des problèmes pour réfléchir et autres, si en plus il fait des crises d'épilepsie, c'est difficile, là. Non, mais c'est ça, alors finalement. après, c'est transitoire. C'est une perturbation liée... c'est pas du tout l'Alzheimer. Mais d'un seul coup, il est perdu et puis il se dit, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, quoi. Merci. On se retrouve dans quelques instants. Santé Beaujolais-Dombes. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous êtes sur Radio Calade et vous venez d'écouter Just a Girl de No Doubt. Donc on parle épilepsie aujourd'hui dans notre émission. Concrètement, comment va-t-on faire quelle est la conduite à tenir face à une crise de grand mal? Alors, il faut protéger le patient. On ne pourra pas l'empêcher. Donc la crise grand mal, il y a donc la perte de connaissance. Le patient, il devient tout raide, c'est ce qu'on appelle la phase tonique. Et après, la phase clonique, où il y a les mouvements très violents. Et après, il y a il y a un coma derrière. La phase tonique, clonique, ça dure 2-3 minutes. Et le coma peut durer bien 5-10 minutes. Et puis, le temps que le patient se réveille, il peut se passer une demi-heure. Donc, il va falloir, si jamais on le voit tomber, là, essayer de le rattraper au vol, quoi, ce qui est un peu difficile. C'est surtout pendant la phase clonique
Il va falloir le mettre, si possible, en position latérale de sécurité, mais pas tenir les bras, parce que sinon on risque. Les mouvements sont tellement violents qu'ils risquent de se luxer les épaules, et c'est des complications que les orthopédistes connaissent bien. Ils nous en envoient des fois rien qu'à cause de ça, parce qu'ils se sont luxés les épaules en faisant ces mouvements-là. Donc plutôt le mettre sur le côté, la tête, la bouche vers le bas. Parce que le patient, il n'a plus il n'a plus le réflexe de déglutition. Il peut se mordre la langue en faisant des mouvements cloniques. C'est pas obligatoire, mais il peut se mordre la langue. Et s'il se mord la langue, ça saigne. Et toute cette salive, tout ce sang, il faut que ça sorte de la bouche par devant, pas que ça aille dans les poumons. Donc il faut plutôt orienter la bouche vers le bas pour que tout cela sorte. Et puis on attend. On enlève peut-être les chaises, les tables, les choses qui sont tout autour pour pas qu'ils se cognent. Pour pas qu'ils se tapent, voilà, c'est ça. On Ouais. peut exactement mettre un petit oreiller, enfin, quelque chose, une sorte de coussin pour pas que la tête vienne taper par terre de façon récurrente. Mais il faut pas l'empêcher de faire ses clonies. De toute façon, vous y arriverez pas. Il faut surtout pas mettre la main dans la bouche, parce que sinon il peut vous mordre, mais très Ni même sévèrement. une cuillère pour tenir la langue. Ni une cuillère, parce qu'il risque de se casser les dents dessus. Donc il n'y a pas besoin de tenir la langue. Si la langue elle est en bas, elle sera en bas, parce qu'en fait... Et après, une fois que pendant ces mouvements-là, la langue va plutôt être crispée. Et après, si vous avez bien mis la bouche en bas, tout est mou. Après, ce coma, il est tout mou. Le patient, il est tout mou. C'est à ce moment-là qu'il perd ses urines, parce qu'en fait, il n'a plus les réflexes de déglutition, mais plus les réflexes sphinctériens, donc il peut perdre ses urines. Et donc, dans ces moments-là, si vous avez mis la bouche en bas, la langue, elle va tomber vers le bas, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. Et en fait, ce qu'on redoutait avant tout, c'était que la salive passe en arrière, mais sinon, il n'y a pas de... Donc, on protège le patient contre ses mouvements quand il peut se taper, contre, évidemment, tout ce qu'il y a autour, et puis, après... Il est très perdu, le patient. Il est confus, on dit, c'est-à-dire qu'il ne sait plus du tout où il est, il ne sait plus du tout ce qui s'est passé, etc. Donc, il a tendance à être agité. Donc, plus il est contenu, plus ça l'agite. Donc, il faut se tenir à distance, le rassurer, assumer une présence rassurante. Tout va bien, je suis avec toi, etc. Mais ne pas lui dire non tout le temps, parce que comme il est perdu, il va se braquer. Il ne faut pas essayer de lui faire reprendre conscience en le questionnant, ou il faut le laisser tranquille, quoi. Oui, alors après, on peut lui demander ce qu'il ressent. Oui, bien sûr. Voilà, d'abord parce que c'est des questions, et éventuellement, s'il est capable de raconter le début de sa crise, qui intéressera le médecin pour pouvoir comprendre d'où ça a commencé. Et puis, de lui, ça le permet de se recentrer sur lui-même et d'éviter de partir partout, quoi. Bon, alors, on peut lui poser des questions, puis voir aussi comment il réagit. Il comprend bien ce qu'il me dit, voilà. Donc, c'est quand même... et voir qu'il s'améliore petit à petit, quoi. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il faut appeler le 15 dès qu'on voit... Oui. Alors, le 15, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les mouvements tonico-cloniques, la phase très agitée, dure plus de 5 minutes, on passe dans une épilepsie qui est gravissime sur le plan vital à ce moment-là. Donc c'est sûr que... Mais on parle bien que de la période tonico-clonique. C'est-à-dire les mouvements répétitifs, voilà. Si ces mouvements-là durent plus de 5 minutes. La première phase de la crise, La finalement. première phase. Hein. Parce qu'après, la confusion qui dure 30 minutes, c'est banal, c'est pas très grave, c'est le temps que le cerveau se remette. Il vient de faire beaucoup de mouvements, donc il faut qu'il se remette. Mais sinon, voilà. Donc appeler le 15, oui, dès qu'on peut. Si on est plusieurs, il y en a un qui va protéger le patient pendant que l'autre appelle le 15. Mais de toute façon, dans ces moments-là, on appelle le 15 parce que c'est extrêmement impressionnant. Donc de toute façon, on a besoin, quoi. Voilà. Mais oui, il faudra, surtout qu'il va falloir le transporter et puis faire le bilan, savoir pourquoi il a fait cette crise-là, le patient. Bien retenir quand même, finalement, qu'il y a 3 phases. Oui. Hein, donc la phase où c'est super violent, la phase où ça bouge de partout, Oui. Et puis la phase de relâchement complète, Oui. sans compter le moment où le patient va reprendre ses esprits, Oui. où la personne va reprendre ses Qui esprits. est la continuité de la phase de relâchement Voilà, complet. d'accord. Et donc ce qui veut dire en fait finalement que quand on est à la 3e phase, on ne va pas revenir à la première phase. Non, sauf dans ce qu'on appelle des états de mal ou des crises subentrantes où le patient recommence. Il en fait une 2e, une 3e, une 4e. Donc là, c'est une urgence, mais le SAMU arrive tout de suite parce que c'est une urgence de traiter. Voilà, mais Ça- là, on rentre quand même dans des cas qui sont assez rares. Très rare, les états de mal.
Ouais, donc du coup, ok. Et vous dites que si la crise dure plus de 5 minutes, c'est vital. Enfin, la crise, les mouvements tonico-myocloniques. C'est ça ? Tonico-clonique. Tonico-clonique. J'étais presque. Il faut donc timer la crise. Dans l'idéal, il faudrait chronométrer. Oui. C'est un idéal, du coup. Ça serait l'idéal de jeter un petit coup d'œil à sa montre. D'abord, ça permet de prendre du recul parce que le temps paraît hyper long dans ces moments-là. Et en fait, il se passe plutôt 20 à 30 secondes, quoi. Donc, jeter un coup d'œil à sa montre, ça permet de relativiser un peu. Mais oui, l'idéal, ça serait de timer. Faut-il avoir le réflexe, quoi. Faut-il avoir le réflexe ? Oui. Enfin, moi, pour l'avoir vécu Moi aussi. quelques fois, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette optique de prendre sa montre pour voir comment ça Même en tant que soignant aux urgences, voilà, c'est difficile d'y penser. Ouais. Mais bon, en tous les cas, ça fait partie d'un élément effectivement à prendre en compte. Ouais. Vous disiez qu'après, donc les gens sont conduits à l'hôpital pour un bilan. On a parlé tout à l'heure de l'EEG. Il peut y avoir un autre examen, peut-être une IRM. Voilà, alors en urgence, il va y avoir un scanner quand même cérébral pour être sûr qu'il n'y ait pas une tumeur, un AVC rapidement, et puis ou que simplement en se tapant la tête, il ne se soit pas fait un hématome sous-dural, etc. Et puis après, donc ça c'est plutôt éliminer une complication, voilà. Et après, pour rechercher la cause de l'épilepsie, on ira jusqu'à une IRM cérébrale. Parce qu'on peut rechercher alors deux types de lésions, soit des lésions, des maladies du cerveau, comme une maladie, une tumeur, un AVC, une encéphalite, c'est-à-dire une infection du cerveau, même une maladie d'Alzheimer qui peut favoriser cette épilepsie. Soit chez les plus jeunes, on va rechercher une malformation du cerveau qui s'appelle souvent des dysplasies. C'est des neurones qui sont mis au mauvais endroit au moment de la migration, au moment de la constitution du cerveau quand on était embryon. Et comme ils sont au mauvais endroit, quand le cerveau est mature, ils vont se mettre à faire, donc vers 30 ans, quoi. La maturation cérébrale, c'est entre 25 et 35 ans. Ils vont se mettre à faire des petites décharges épileptiques et l'épilepsie va commencer. Donc ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est souvent des très petites zones du cerveau qui sont malades. Et là, éventuellement, on va pouvoir les opérer et guérir de l'épilepsie. On va vous donner 3 minutes pour vaquer à vos occupations, mais revenez très vite parce que ça reprend juste après. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Vous écoutez actuellement Santé Beaujolais-Dombes sur les ondes de Radio Calade et vous venez d'écouter Shake It Out the Max de Molly et Silent Adi. Aujourd'hui, nous accueillons donc le docteur Nové Josserand qui nous parle depuis le début de l'émission de l'épilepsie. Et là, pour cette dernière chronique, on va aborder les traitements. Alors, quels sont les traitements qui existent ? Quelles sont les limites et les précautions qu'il faut prendre pour une personne épileptique ? Alors, les traitements, il y en a 2-3 types, on va dire. Les médicaments, donc ça, qui sont très variés. La chirurgie. Et les stimulations, que ce soit stimulation du nerf vague ou stimulation cérébrale. Bon, évidemment, le plus fréquent, c'est quand même, et de loin, les médicaments. On est très riche en médicaments antiépileptiques et le choix des traitements va se faire en fonction du type de crise, parce qu'on ne met pas les mêmes traitements, en fonction de l'âge du patient, en fonction d'un désir éventuel de grossesse, parce qu'il y a certains traitements qu'on peut mettre pour faire des bébés et d'autres qui sont complètement contre-indiqués. Donc, en fonction d'autres médicaments, parce qu'il y en a qui induisent, par exemple, s'il y a de la chimiothérapie, il ne faut pas que ça gêne la chimiothérapie, etc. Donc, les médicaments, le choix du traitement est quand même très unique pour chacun des patients. C'est pas très stéréotypé, quoi. Il y a eu des évolutions sur les traitements ou pas ces dernières années ? Oui, oui, je pense qu'on en a eu 1 ou 2 nouveaux tous les ans pendant 15 ans, là, ces derniers temps. On a peut-être une vingtaine de traitements antiépileptiques actuellement. Bon, les plus anciens, qui avaient une efficacité correcte, mais beaucoup d'effets indésirables, sont petit à petit délaissés, quoi. Les barbituriques, c'était les premiers traitements. Ils ont sauvé des gens, mais ils avaient un ralentissement. Ils étaient à l'origine d'un ralentissement, de complications au niveau des mains, etc. On les utilise plus jamais chez nous, en France. Parce que c'est pas du tout vrai dans d'autres pays du monde, où on trouve que des barbituriques... Par exemple en Afrique, parce que c'est vraiment pas cher, mais voilà quoi. Donc, mais il y a les nouveaux médicaments, ils ont un intérêt, c'est une bien meilleure tolérance, quoi.
Alors une bien meilleure tolérance, certainement aussi un effet sur la redondance des prises, non, peut-être? C'est toujours les mêmes types de prises? Alors, oui, ça, c'est vrai qu'il y en a, mais il y en a qui sont en ce qu'on appelle monoprise, une fois par jour, et d'autres en deux prises. Ça peut être un argument pour quelqu'un qui n'est pas très observant, c'est-à-dire qui a du mal à prendre son médicament, d'essayer de s'orienter vers de la monoprise. Mais de la monoprise, il y en a eu depuis tout le temps, il en reste, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est souvent 2 prises par jour. D'accord. Et donc une efficacité, bien sûr, j'imagine, accrue depuis l'évolution de ces traitements. Ah, pas tant que ça. D'accord. Voilà, non, je dirais que le vrai bénéfice, chaque fois qu'on met un nouveau antiépileptique, on gagne 5 à 10% de chance de guérir le patient. C'est pas énorme, hein. Donc quand on met un traitement, on a 80% de chance que le patient soit soigné. C'est pas guérison, mais soigné. Et après, c'est 75% plus exactement. Et après, on peut être ce qu'on appelle en échec thérapeutique, c'est-à-dire que l'épilepsie, elle est pharmacorésistante. Elle résiste à ce premier traitement, on va en mettre un deuxième, puis si ça résiste toujours, on va faire une bithérapie, c'est-à-dire que le patient va se retrouver avec 2 médicaments. Et puis, on va essayer de changer le deuxième avec le troisième, le deuxième avec le quatrième, le deuxième avec le cinquième, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la recette qui convient au patient. Mais chaque fois qu'on fait ces essais-là, à partir du troisième, on a 5 à 10% de chance de guérir le patient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais ce n'est pas si énorme que ça, quoi. Ce qui veut dire que dans cette première phase d'adaptation de traitement, j'imagine que vous allez recevoir et voir le patient en consultation assez fréquemment ou pas? Alors oui, on essaye de le voir. Bon, généralement, on le revoit 3-4 mois après l'introduction du traitement pour être sûr qu'un, il soit efficace et 2, qu'il soit bien toléré. Et après, parce que s'il faut changer, il faut changer assez rapidement, c'est pas la peine d'attendre. Et après, une fois que le traitement est en route, on les voit 1 fois par an, pas bien plus. Au départ, les patients viennent vous voir après avoir vu leur médecin traitant? Alors, soit ça a été une grande crise généralisée avec beaucoup de symptômes et finalement ils arrivent aux urgences et donc du coup c'est via les urgences qu'on va les prendre en charge. Soit sinon, en effet, ils en ont parlé au médecin traitant qui nous fait un petit courrier et on essaye de se les rajouter pour qu'ils n'attendent pas notre délai habituel de 1 an, quoi. Oui. Donc, du coup, on se les rajoute. Mais c'est pas si facile. Enfin, il faut pas qu'ils débarquent comme ça parce que c'est des consultations très spécialisées où on va avoir le première partie où on va être accueilli par les infirmières. Ils vont faire l'électroencéphalogramme. Après, ils retournent en salle d'attente et après, ils voient le médecin qui, en direct, va lire l'électro et puis les interroger. Ça dure pas 10 minutes, quoi. Non, c'est des consultations entre l'enregistrement et la consulte. Ils en ont pour 1h30, 2 heures, ouais. Si les traitements médicamenteux ne suffisent pas ou ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui peut être proposé? Alors, donc, du coup, on parle dans l'épilepsie pharmacorésistante et là, on va se poser 2 types de questions. Est-ce que c'est une toute petite zone qui est atteinte et que si on l'enlève, le patient fera plus de crise? Et donc, du coup, on part dans un bilan chirurgical, on va vouloir faire opérer cette zone-là et il va falloir déterminer très précisément quelle est la zone malade et si elle est bien toute seule. Parce qu'on ne peut pas enlever un bout de cerveau et puis que le patient ne soit pas guéri après. Donc ça se fait pas chez nous, sur Villefranche. C'est en collaboration avec le CHU de Lyon dont on est issu. On les envoie donc au CHU. Là, c'est quand même un petit parcours du combattant parce que c'est un parcours qui va prendre 2-3 ans quand même pour arriver à déterminer si éventuellement le patient est opérable, quoi. Oui, le but c'est vraiment de déterminer cette petite zone-là, pas abîmer ce qu'il y a autour et exactement. Que ce soit efficace. Et que ce soit efficace. Et donc du coup, ils vont être enregistrés en vidéo EEG, on les met dans un lit avec une vidéo et un électroencéphalogramme pendant 15 jours, nuit et jour. On les rêve en traitement antiépileptique et on regarde les crises. Et on regarde si c'est toujours les mêmes crises, etc. Parce qu'il y a plusieurs types de crises, on revient à ce qu'on avait dit, plusieurs types de crises, plusieurs zones, pas d'opération. Puis il va y avoir d'autres examens complémentaires, et jusqu'à éventuellement aller jusqu'à mettre des électrodes en intracérébral, ça s'appelle la stéréo-électroencéphalographie, où on met une quinzaine d'électrodes via un chirurgien qui fait ça, un neurochirurgien, dans le cerveau, vers la zone qu'on pense malade, pour bien confirmer que c'est bien cette zone-là qui commence et que si on l'enlève, on pourra guérir le patient.
Et à ces moments-là, quand on a déterminé cette zone, et si on a fait cette stéréoélectroencéphalographie, SEEG, ça s'appelle, on peut faire de la thermocoagulation, c'est-à-dire qu'avec l'électrode, une fois qu'on a déterminé que c'était bien cette zone, on va chauffer, l'électrode, elle peut chauffer, et elle va pouvoir coaguler la zone de cerveau qui est malade. Et donc, on fait une pierre deux coups. Des fois, la thermocoagulation suffit. Il n'y aura même pas besoin d'ouvrir la tête pour les opérer. Ça aura suffi. Puis des fois, non, il faudra quand même aller enlever un peu plus que la thermocoagulation qui traite sur 5 mm. Vos consultations, j'imagine, sont divisées aussi sur un temps d'éducation au niveau du patient et des proches. Au début, il y a déjà apprendre le diagnostic, et puis leur donner le traitement. Et après, sur la deuxième phase, au moment où on est tolérance, etc., on explique un peu plus. Parce que déjà, la première consultation où on annonce le diagnostic et le traitement, c'est déjà lourd pour une seule consultation. Et après, ils vont avoir l'explication des médicaments plus détaillée, quelles interactions il peut y avoir, quels sont les risques, etc. Et puis, on a surtout, nous, un infirmier d'éducation thérapeutique auquel on donne les coordonnées. S'ils ont des questions dans l'intervalle, ils peuvent envoyer un mail et ils répondent aux questions. Et par exemple, mon infirmier d'éducation thérapeutique, il va répondre à « Mince, j'ai oublié la prise hier soir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'en prenne 2 le lendemain ?» ou etc. Il peut répondre à des questions comme ça. Donc, ils envoient un mail et il peut répondre. Et puis, si l'infirmier trouve que c'est au-delà de ses capacités, il nous contacte et c'est nous qui nous en occupons, mais c'est un complément. Est-ce qu'il y a des séances vraiment d'éducation thérapeutique avec plusieurs patients, par exemple, ou ça peut se voir dans d'autres services? Non, alors nous, pas vraiment, parce que non. Chaque patient a des crises tellement spécifiques, peut-être que ça correspond pas forcément. Oui, et puis le traitement, il est simple. C'est pas comme le diabète où on a tel résultat, il faut mettre tel truc. Là, on va faire au mieux une prise de sang pour s'assurer qu'on a trouvé la bonne dose en fonction du poids du patient. Et puis, c'est fini. Il faut le prendre, quoi. Il y a juste, c'est pas à adapter à chaque moment, quoi. Donc, c'est juste à comprendre l'intérêt du traitement. Donc, puis l'hygiène de vie aussi, peut-être. L'hygiène de vie aussi, voilà, le manque de sommeil, l'alcool et tout ça. Mais c'est plutôt un entretien qu'il faut faire assez rapidement. Voilà. Donc, du coup, c'est pas en groupe, non. Alors, on n'en a pas parlé spécifiquement dans cette émission, mais vous avez abordé l'alcool, entre autres. Est-ce que c'est des facteurs aggravants? Est-ce que par exemple, on a parlé pendant les pauses musicales de tout ce qui était les écrans et autres. Donc, les écrans, vous nous avez dit que non, c'était... Rarement aggravant, les écrans, c'est exceptionnel. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent conduire à des crises d'épilepsie sur l'addiction ou sur d'autres choses comme ça? Alors, il y a clairement l'alcool. Ça, c'est la première cause. Franchement, il y a des patients qu'on n'arrive pas à soigner, ils arrêtent l'alcool et ils guérissent, quoi. Donc, c'est vraiment très neurotoxique, l'alcool. Vraiment très neurotoxique. Et il y a aussi, bien sûr, le cannabis. Et puis, dans toutes les nouvelles drogues, il y en a quand même quelques-unes qui sont pro-convulsivantes, mais elles ont aussi d'autres effets cognitifs pires. Mais voilà. Mais le cannabis, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent, quoi. La cocaïne, on en voit moins. Mais je ne suis pas sûre qu'on les voie tous, en fait, qui viennent jusqu'à nous tous. Santé Beaujolais-Dombes. Cette émission a été passionnante sur l'épilepsie. On a vu finalement qu'il y avait des crises qui existaient et qui étaient très différentes, que la répétition devait alerter et qu'il y avait des bons gestes en cas de crise pour protéger déjà la personne et qu'il existe également des prises en charge qui sont efficaces. Pour toute question, des premières orientations ou des suivis autour de l'épilepsie sur le territoire Beaujolais-Dombes, vous l'avez entendu, c'est évidemment de passer par votre médecin généraliste qui permettra déjà d'avoir une première approche et de vous faire donc une lettre d'adressage pour aller voir un neurologue, qu'il soit libéral ou qu'il soit bien sûr sur l'hôpital. Vous avez le service de neurologie de l'hôpital Nord-Ouest qui peut également vous aiguiller, sans oublier bien sûr les associations des patients et entre autres la Ligue française contre l'épilepsie et la délégation locale d'Épilepsie France.
Je vous le répète, vous le savez par cœur, si vous avez manqué le début de l'émission, pensez à nous réécouter sur le site internet de la CPTS, sur le site internet de Radio Calade et sur YouTube. Anne, nous vous remercions pour votre présence et vos connaissances approfondies sur ce sujet. Merci Ludovic de m'avoir invité. Juste un petit complément, parce que je ne voudrais pas que mes collègues pédiatres et neuropédiatres pensent qu'on les oublie, et qui participent clairement à la prise en charge chez les enfants et qu'ils ont une consultation dédiée avec accès à la même plateau technique de EG. Merci pour cette précision. Effectivement, on a parlé de la pédiatrie, mais sans les nommer, donc c'est réparé, ils ont été nommés. Marie, Alexandra, rendez-vous même heure, même endroit, le mois prochain pour une nouvelle chronique Santé Beaujolais-Dombes qui sera cette fois-ci consacrée à... Un sujet surprise. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Santé Beaujolais-Dombes, l'émission de santé du territoire. Santé Beaujolais-Dombes. Calade.